C'est parti d'une opportunité incroyable parce que c'est un coup de chance l'accès sur ce spot. C'est une arrivée à un moment, à un virage professionnel à 40 ans. Quand on a créé le camping et qu'on a dit qu'on allait mettre les voitures dehors, tous les gens qui nous ont conseillé qui étaient du métier nous ont dit qu'on était cinglés. Ouais. C'est un peu le marketing, c'est-à-dire l'observation et la remontée d'infos pour finalement aller dans le sens de ce que les gens sont en train de créer par eux-mêmes. On est dans l'utopie du partage et ces choses-là, elles sont venues progressivement. Au départ, en 2019, le projet que j'ai eu dans ma tête, c'était de flinguer notre restaurant et d'arrêter de travailler comme ça. Ouais. Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geek Tonic, l'agence web et ads spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geek Tonic Biarritz. Salut Richard. Bonjour Johan. Alors merci de m'accueillir ici dans ton fabuleux camping, glamping, comment est-ce qu'on appelle ça? Camping. Camping, d'accord, ok. Parce que c'est tellement impressionnant, étonnant, détonnant ici, ce lieu, donc qui est à la frontière entre, en effet, le camping, l'insolite et l'hospitality, comme on disait. En tout cas, moi, ça fait combien qu'on se connaît? 10 ans presque? C'est ça. Ouais. 2015 à peu près, ouais. Je pense que ça fait 10 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Au moment où on est sorti le groupement Flower. Ah oui, quand on a décidé de voler de nos propres ailes et de prendre en main notre réputation, notre promotion. D'accord. On s'est rapproché de vous à ce moment-là, ouais. Ok, ouais, via Inaccess, je me rappelle Jean-Christophe qui nous avait mis en contact. Mais alors à ce moment-là, c'est vrai que tu m'avais présenté le concept. Et donc du coup, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai que tu es un communicant. On se demandait toujours si c'est de la com. Mais aujourd'hui, je suis arrivé ici, honnêtement, j'étais sur les fesses. Tu me dis, ah ouais, c'est vrai, mais vraiment, j'ai été, pourtant j'en connais et j'ai toujours fait du camping. Mais là, c'est vrai que ce que vous avez mis en place, parce que Sophie n'est pas là, mais c'est une affaire de couple depuis des années. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où c'est parti et qu'est-ce qui vous a pris de faire un lieu comme ça? Oula, une question vaste, hein. Qu'est-ce qui nous a pris en fait et d'où c'est parti? C'est parti d'une opportunité incroyable parce que c'est un coup de chance l'accès sur ce spot. C'est une arrivée à un moment, à un virage professionnel à 40 ans, une remise en cause. L'idée de créer une entreprise industrielle de distribution de produits Ouais. et finalement une rencontre dans une chambre de commerce avec un élu de cette vallée qui nous dit mais non, c'est là-bas qu'il faut aller. On se retrouve embringué dans un truc où finalement on arrive là et on se dit oh mon Dieu, il y a un truc à faire. Voilà, donc déjà c'est une opportunité D'accord, ouais. qu'on a saisie. Et ensuite, pourquoi un tel concept? Et ben en fait, j'ai envie de dire que c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Parce que créer à 100% un camping en 2013, Ouais. en partant de zéro, on n'avait pas bien le choix que d'être innovant, différent, originaux. D'accord, ouais. Et dans le... Bon, C'était après de mon métier à moi, d'être original. du marketing et de... Donc je réfléchis dans ces termes-là aussi un petit peu en matière de commercialisation. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, mais tu es aussi un utopiste. T'es aussi quelqu'un généreux par nature. Parce que on va raconter un peu ici, hein, c'est vrai que j'aurais bien fait une vidéo, on va voir si on peut mettre des plans de coupe du lieu, mais on va bien essayer de le décrire. C'est quand même tout sur le partage. Alors, oui, je pense qu'il y a du business, mais ça va au-delà de ça. Je crois que aujourd'hui, toi et Sophie, vous êtes des généreux par nature. Enfin, je pense, parce que sinon, vous ne feriez pas tout ça. Et en effet, en résulte un concept unique en France, je pense, Cozy Camp, parce qu'il y a des campings piétons, il y a des campings qui sont dans le partage, mais tout réuni comme ça. Et
et aussi largement. À chaque fois, je me dis, mais c'est quoi ce petit geste qu'il a donné, qu'il donne sur place, où voilà, on sait, on connaît les librairies où on partage des livres, etc. Mais on va vous lister tous ces éléments-là que tu as mis en place. Et peut-être aussi l'histoire qui disait qu'aujourd'hui, tu as eu un coup de grappe phénoménal. On dit ça parce qu'on parle depuis 3 jours et je connais toute l'histoire. Un coup de grappe phénoménal au départ qui peut-être aussi t'a permis de favoriser un lieu autant dans le partage et dans la générosité. Reprends donc ce coup de CCI, tu disais donc tu n'étais pas forcément pour le camping et finalement on t'a mis dedans, c'est ça? Oui, alors bon, en discutant avec un mec à la CC, j'ai quand même abordé le sujet moi, à un moment. Je dis, il y aurait bien le tourisme haut de gamme, persuadé que celui qui parvient à arrêter les Hollandais qui descendent en masse Ouais, en Ardèche en passant par la vallée de la Loire, juste au-dessus, d'accord, ouais. sans connaître ce spot incroyable, ces gorges sauvages Ouais. de la Loire sauvage, qui sont hyper réputés dans dans la culture néerlandaise et anglaise, allemande. Le dernier fleuve sauvage d'Europe, toute cette partie-là est presque plus connue dans le nord de l'Europe que chez nous. Mais ils s'y arrêtent pas. Mais Ils ils s'y arrêtent pas. pas beaucoup. Ils s'y arrêtent pas parce qu'il n'y a pas la typologie d'hébergement et de type de lieu qu'ils recherchent. D'accord. Ces gens-là, en Ouais. particulier. Ok. Parce que la Haute-Loire, on est en Haute-Loire, au Cosy Camp du coup, et c'est assez peu touristique par rapport à vos voisins. Donc les Puy-de-Dôme, l'Ardèche, c'est ça aujourd'hui, c'était ça aussi le constat, quoi. C'est ça le constat, puis c'est là aussi où je dis qu'on n'a pas le choix. D'accord. C'est-à-dire que quand on ouvre Cosy Camp, il y a 2 campings 4 étoiles dans le département. D'accord. La Messédite, quand on regarde l'Ardèche voisine, qui est un des premiers. Là, on a combien de temps de Vallon-Pont d'Arc, par exemple? Alors, on est à 2 heures d'Aubenas, 2h30 de Vallon-Pont d'Arc. D'accord, ouais. On est à quelques kilomètres de la Ouais. frontière de l'Ardèche. D'accord, ok. L'Ardèche qui est connue, réputée dans tout l'inconscient collectif. Ouais. Mais effectivement, ensuite, il y a l'Auvergne et quand on se monte il y a 10 ans, 13 ans, et quand Ouais. on lance le concept il y a 15 ans, parce qu'en 2010 qu'on a commencé d'avoir les pourparlers avec la municipalité, l'Auvergne n'est pas encore la destination touristique qu'elle est aujourd'hui. La réputation de l'Auvergne avec ses terres sauvages, ses volcans, ses montagnes moyennes, etc. Et finalement, son air frais et loin de la canicule, Ouais. nous a rendu globalement en Auvergne beaucoup plus populaire qu'on l'était il y a 10-12 ans. Donc il y a déjà ça qui a changé. D'accord, ouais. Et l'Auvergne, c'est la nature brute, intacte, authentique, etc. Et on s'est inscrit là-dedans, en fait. Et ça, on le voit parce que les 3 derniers jours, là, on est mi-août, il a fait des chaleurs phénoménales, donc alerte canicule rouge dans tout le grand sud-ouest jusqu'ici. Et donc vous, aujourd'hui, c'est vrai que ici, c'est bénéfique parce que les nuits sont fraîches et justement, il fait bon vivre. Et avec du tourisme qui de masse, vous sentez qu'aujourd'hui, c'est une vraie destination de choix pour des gens qui veulent du calme. D'abord, effectivement, les Hollandais et les Anglais et les Allemands commencent à flipper un petit peu de la destination. Ils nous en parlent. Des destinations trop C'est bon. trop chaudes, je veux dire, en termes de climat. Il y a l'effet climatique certain. Donc, on avait peur au début, quand on a créé notre lieu, que les gens aient froid. D'accord. Ouais. On a en moyenne montagne, on est à 600 mètres d'altitude, mais la Haute-Loire est un département où il y a une moyenne qui est plus proche des 800. D'accord. Voilà. Donc, c'était un petit peu notre... et puis, en fait, il y a la destination touristique Auvergne qui a porté un petit peu tout ça. Et puis, il y a notre positionnement au milieu de tout ça, parce que on communique fort, on a un positionnement clair. On connaît les supports, les plateformes et ce que cherchent les gens. Et
il faut bien reconnaître que les gens trouvent Cozy Camp parce qu'on répond à un certain nombre de mots-clés dans leurs requêtes sur le web, et ensuite découvrent la Haute-Loire. Ouais. Mais dans 9 cas sur 10, ils sont pas en train de chercher vacances Haute-Loire ou camping Haute-Loire. C'est nous qui les amenons un petit peu chez nous et qui, par la force des choses, les fidélisons et faisons que, avec la recommandation et la réputation, voilà. nos clients ramènent des gens en Haute-Loire, etc. Alors, c'est vrai que donc, bon, il y a la com, il y a le marketing, on le sait, hein, sur le référencement, le site internet, depuis des années que tu travailles. Et c'est vrai que c'est devenu une référence, hein, le site internet de Cozy Camp. Vous pourrez aller le voir. Il y a le savoir-faire et on le fait savoir. Mais d'abord, le produit qui drive la croissance, moi, ici, j'en suis plus que convaincu. Et tu le disais, vous qui êtes devenus des spécialistes des Hollandais, il y a un effet organique chez les Hollandais qui est phénoménal. Et est-ce que tu peux nous refaire un persona un peu du Hollandais, ce qu'il attend, justement, parce que tu disais que tu avais fait aussi le produit orienté pour les Hollandais, et tu me disais aussi que du coup, les Hollandais adorent les bons plans et adorent en parler. Il y a un effet bouche à oreille phénoménal chez les Hollandais. Est-ce que tu peux me refaire un peu une photographie, toi qui maintenant, tu me disais, avait quasiment 2/3 de Hollandais et qui maintenant essayait presque de les freiner là-dessus. Mais c'est pas notre choix en fait. Ouais. Alors d'abord, peut-être qu'il faut qu'on commence de partir de la question. Cozy Camp, c'est quoi? Ouais. Cozy Camp, c'est comme son nom l'indique, c'est cozy et c'est camp. Roots. Donc c'est la contraction d'un côté campement écolo et cozy 4 étoiles avec le confort à côté. Ouais. C'est ça le nom. Bobo, qu'on pourrait dire aujourd'hui. En tout cas, les bobos s'en sont emparés. Exactement. C'est un campement écolo 2.0. Ouais. Donc effectivement, avec une certaine des choix musicaux, une atmosphère, pas d'animation, surtout pas d'animation, pas de mobil-home, des hébergements atypiques, toile, bois, lodge safari, hébergement toilette, cabane sur pilotis, du haut de gamme et de la prestation haut de gamme. C'est cette contraction-là. Ouais. Et pour répondre à la question de ça nous amène une clientèle type Pays-Bas, qui sont en quête de nature, qui sont en quête de simplicité. On aurait dû commencer par le sans voiture, mais le 100% sans voiture. Ouais. Donc à ce moment-là, lorsque on arrive sur ce lieu et qu'on fait la création de Cozy Camp en 2013, on part d'une feuille blanche et on fait le choix de mettre toutes les voitures dehors et d'être intransigeant sur le sujet. Ouais. Personne qui rentre en voiture, du tout, sur l'intégralité de la surface. Ça nous attire une clientèle type, au départ, très équilibrée, Pays-Bas, anglais, allemand, nordique, nord-européenne. Et français un petit peu ou... Et aussi français. Ouais. Mais la particularité des Hollandais, puisque c'était la question, c'est que c'est une communauté. Ah oui. Et donc, lorsque ça plaît, c'est eux qui s'emparent de ton établissement et qui s'occupent de ta promotion et de ta réputation. Ouais. Et depuis 2 ans, avec Geek Tonic et avec tous les gens qui travaillent sur le référencement de notre site, on a cessé de mettre des moyens sur les Pays-Bas. Ouais. On essaye de les réattribuer sur d'autres pays pour équilibrer parce que on a des pourcentages de clientèle néerlandaise qui sont un peu trop élevés à leur goût, à eux. Ah oui. Bah oui, parce qu'ils arrivent dans un établissement au fin fond de l'Europe et tu tombes dans un camping où tu as 80% de Français. C'est pas tout à fait le néerlandais. Non, mais je veux dire, imaginons l'inverse. Oui, d'accord. Donc, le projet, c'est d'essayer d'équilibrer tout ça. Ouais, d'accord. Voilà, pour quand même donner des chiffres. Ouais. Juillet et août, c'est 84% d'étrangers. Ouais, d'accord, quand même. Mais c'est l'inverse en mai, juin, septembre. D'accord. Ouais.
Parce qu'il y a de la clientèle locale, Lyon, Saint-Étienne, qui viennent pour des week-ends ici, ou parce que Oui, c'est c'est ça. trop loin pour les Néerlandais pour venir, ou les vacances ne sont pas adaptées? On a quelques séjours longs dans des hébergements de gens qui viennent pendant leurs vacances. On est aussi pas très loin dans cette région de la partie sud de l'Allemagne, Stuttgart, Ouais. le Bade-Württemberg, qu'on arrive à avoir sur certaines périodes de vacances allemandes en basse saison. Ok. Mais sinon, notre clientèle basse saison, notre modèle économique, c'est on fait 90% de notre chiffre d'affaires entre le 1er juillet et D'accord. puis en mai, juin, septembre, on a des locaux lyonnais, stéphanois, clermontois, qui viennent pour des week-ends de 35 heures, pour des 2 nuits, des 3 nuits. On est plein en week-end dans nos hébergements locatifs, certains week-ends, et totalement vide la semaine. Et puis, on continue de travailler, d'avancer sur notre projet permanent qui est Cozy Camp. Voilà. D'accord. Et non, ça, c'est intéressant. Les Néerlandais, en tout cas, ils ont quand même du pouvoir d'achat aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, c'est pas désagréable parce que tu sens en tout cas que toi qui as la typologie, les avantages et les contraintes de chaque population, on va dire, c'est pouvoir d'achat quand même sur la clientèle plutôt nordique là-dessus. Et pourquoi tu me disais qu'ils aimaient bien le camp? Est-ce que les Français, finalement, aujourd'hui, sont plus mobil-homes et que vraiment les Néerlandais, on voit des tentes 3.0 pour le coup? C'est quoi? Ils veulent garder, moi je peux le dire parce que je suis français et j'adore le camping, les pieds dans l'herbe, et tu me mettrais pas dans un mobil-home. Par contre, camping-car, tente, voire safari lodge comme on a loué là. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? D'abord, au sein de cette clientèle de Hollandais, d'Allemands, etc., il faut bien quand même remettre les pendules à l'heure et expliquer que même chez les Français, on a une clientèle qui est triée sur le volet dans la mesure où on ne laisse pas rentrer les bagnoles. Ouais. Donc, Ouais. à partir de là, il y a tout qui s'imbrique et qui finalement a créé notre concept de fil en aiguille et tout doucement en suivant un petit peu les attentes des gens, leur comportement, etc. Et tout vient du sans-voiture. Tu penses vraiment que quelqu'un qui veut avoir sa voiture collée à son hébergement et un persona, une CSP ou une clientèle différente, que ce soit un Anglais, un Allemand, un Néerlandais, que quelqu'un qui veut avoir sa bagnole à côté? En tout cas, ceux qui le cherchent. On a des coups de fil de gens Ouais. qui nous disent « Mais comment ça, je peux pas rentrer ma voiture, etc. » On leur dit « Non, on ne peut pas rentrer la voiture. » Et on a des voisins avec qui on s'entend bien. Il y a un super camping à côté. On te met en contact. On les envoie directement. C'est pas la peine de commencer d'essayer de... Voilà. Donc, C'est ça cristallise trop on a la une voiture. typologie. Il faut pas venir ici. Les gens qui veulent partir en vacances et laisser leur voiture Voilà, à l'extérieur de notre camping, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une CSP. Je dirais qu'on vit quand même une époque super stressante d'un point de vue écologie, réchauffement climatique, etc. Et systématiquement, les gens qu'on a chez nous sont dans une démarche. Ouais. Puisqu'ils ont fait ce choix, de ne pas aller s'entasser au bord de la mer, de choisir d'aller dans un petit village de Haute-Loire après avoir fait 1500 ou 1800 km en voiture, dans lequel il n'y a pas de voiture. Donc, déjà, le profil, il est urbain. D'accord. Bobo, entre guillemets, pour parler vulgairement, et de gens qui sont dans une quête écologique. À côté de ça, le sans-voiture nous amène énormément de couples avec jeunes enfants. Donc, il y a des enfants partout ici. Et finalement, on a fait qu'observer comment les gens se comportent. On les a accompagnés. On a répondu à leurs attentes en 12-13 ans. Et Cozy Camp, c'était au départ c'était un jardin botanique avec 3500 plantes et arbustes. C'était les voitures dehors. C'était pas de mobil-home, des hébergements chouettes, toiles, bois, etc. qui participaient à l'esthétique du lieu. C'était
gérer, gérer ça comme un projet permanent, avec des résidences d'artistes, des ateliers avec la LPO, des ateliers liés à la protection de la nature, etc. Et puis, en fait, le partage, l'utopie de faire vivre les gens ensemble, cette espèce de coin feu monumental où tous les soirs il y a une centaine de personnes qui se retrouvent, etc. C'est venu des gens. Ouais. Des gens qui viennent là en vacances et puis qui font des choses et on se dit, putain, il se passe quelque chose. Et au lieu de mettre une ficelle pour les empêcher de passer, on crée une route. Donc, c'est un peu le marketing, c'est-à-dire l'observation et la remontée d'infos pour finalement aller dans le sens de ce que les gens sont en train de créer par eux-mêmes. Voilà. C'est du bon sens, de la créativité, ne pas se mettre de barrières, qui fait qu'en général, on sort des sentiers battus, on crée des capsules d'expérience, d'émotion, parce que j'ai l'impression quand même et c'est pour ça que tout est fait alors pour surdélivrer. Parce que quand même, aujourd'hui, tu as 4,7 sur Google My Business. Quand je t'ai demandé, est-ce que tu dynamises tes avis? Non. Et en fait, je comprends aujourd'hui pourquoi. Parce que oui, le business, enfin en tout cas, ne pas se mettre de barrières et créer des étonnements qui sont assez ahurissants. Parce que moi, je peux te lister les choses qui m'ont étonné. Alors, je voulais le noter parce qu'à chaque fois, depuis 3 jours, j'avais cette pression du podcast de me dire, est-ce que je vais arriver à évoquer tous ces sujets? J'aurais dû les noter. Mais on peut faire pour aussi bien comprendre un peu le lieu, tu me les listes et moi je vais les compléter peut-être si tu en oublies, des éléments détonnants et qui détonnent les gens ici. Est-ce que Tous les gens, on n'a pas le même regard. Moi, c'est intéressant le regard extérieur, mais quand même, je vais le mettre sous un. Tu parles de générosité, peut-être, mais c'est pas notre moteur, c'est pas l'idée en fait. Il en découle ça, mais je pense qu'avec Sophie, notre projet, c'est de gérer un projet alternatif. Comme je te disais tout à l'heure, c'est d'inventer quelque chose, c'est de créer. C'est ça notre moteur. C'est l'envie de faire des choses par nous-mêmes, de pas essayer. Quand on a créé le camping et qu'on a dit qu'on allait mettre des voitures dehors, tous les gens qui nous ont conseillé, qui étaient du métier, nous ont dit qu'on était cinglés. Et qu'on allait perdre énormément de clients, que ça allait... Voilà. C'est clivant. Mais en même temps, quand tu commences une création, il faut un positionnement marquant. On a perdu tous les clients qui veulent leur voiture dans l'établissement. Mais on a gagné tous ceux qui appellent depuis l'Écosse, depuis le sud de l'Angleterre, pour être certain que c'est bien du sans voiture et qui viennent de ça. Donc, ce qui nous fait vibrer, et pourquoi on fait ça, c'est pour s'amuser en fait au départ. Tu vois, on a eu un changement de vie, on était dans l'industrie. Et si c'était pour créer un camping en mettant des emplacements, c'est pas ce qui on était en quête de sens. Et on essaye de faire quelque chose qui a du sens et de gérer ça. C'est un projet permanent. Donc, ce projet permanent, il amène... Oui, tu as vu des choses que je vois plus, moi, un peu. Il y a des œuvres d'art un peu partout, faites par des... Sur ces éléments-là, oui. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que ce qui est le plus dur quand tu fais un positionnement marquant, c'est de reculer pour mieux avancer. Et vous ne pouviez pas reculer, vous étiez à zéro. Déjà, ça... et quand tu pars de zéro et qu'il faut tout créer, il faut... avoir un positionnement assumé, marqué pour en effet s'adresser, parce que si on parle à tout le monde, on parle à personne, et en Haute-Loire, parce que dans les endroits ultra touristiques, forcément il y a un gros mass market, donc c'est plus dur de faire des lieux comme ça. Mais vous aujourd'hui, parce que la moyenne des kilomètres, nous on a fait 8 heures pour venir ici, je pense que les gens c'est la moyenne à peu près pour venir, ils se déplacent vraiment pour venir. Et il y a aussi, et je me disais ça, je me disais... Toi, tu as eu un gros coup de bol quand même parce qu'on parle d'une création quand même aujourd'hui. C'était un VVF ici, juste pour la petite histoire. Donc, du coup, tu disais que tu n'avais pas un sou, enfin, tu avais peu de sous. Et tout ça pour dire que quand tu crées un lieu où tu as une pression financière, où tu achètes cher un établissement,
Et avec un actif, donc c'était une clientèle existante, c'est dur d'aller en rupture avec ça, parce que du coup, forcément... Pour le sans voiture, précisément. Voilà, tu vas couper dedans. D'enlever 30 emplacements pour mettre des voitures. Souvent, ouais, c'est le parking qui va... C'est un risque et un danger, oui. Ça a été plus facile les gens qui veulent leur voiture à côté. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Vous partiez d'une feuille blanche et avec voilà, une subvention, etc. Ce que tu m'expliquais. Donc c'est vrai que ça a favorisé ça. En tout cas, vous avez pris cette opportunité plutôt qu'essayer de faire comme tout le monde. Tu parlais aussi que c'est ce qui vous drivait, mais je pense que c'est la stratégie de la vache violette. Hein. La vache violette, c'est comme tu as des lunettes jaunes comme moi, c'est pour ça. Moi, c'est quelque chose, je viens de créer un bâtiment vert et c'est vrai que tout le monde passe à côté d'un champ et il voit des vaches. Bon, ok, j'ai des vaches. Tout le monde passe à côté, il voit une vache violette, ben, tu la prends en photo et t'en parles à tes copains. Et ça, c'est la stratégie marketing de différenciation. Aujourd'hui, en tout cas, vous, c'est ce qui vous a, comme tu disais, plus drivé, plus que la pure philanthropie, même si vous aviez peut-être une pression financière moins importante. Quoique, quand tu pars de zéro comme ça, qu'il faut tout créer, il ne faut pas se louper non plus. Quoi. Mais en fait, alors il y a deux choses. Il y a effectivement l'opportunité qu'on a su saisir de récupérer un établissement dans des conditions ultra bonnes, dans un département où le foncier est accessible et où en plus il y avait un projet qui était en train de capoter sur lequel il y avait une subvention qui nous a été... Bon, on est arrivé sur un truc où effectivement on a pu créer un... pour ça, il a fallu présenter un projet de manière ultra rapide à la municipalité. Ça aussi, ça nous a aidés. Parce qu'on n'en a pas encore parlé tous les deux, mais c'est qu'à un moment, la municipalité nous dit eh ben, donnez-nous votre projet. Ils pensent qu'on est des porteurs de projet. Parce que le mec de la CCI nous a amenés à Chamalières. Et donc, on leur dit on vous le présente dans 3 jours. Et on bosse à ce moment-là, chacun dans nos entreprises. Et le soir, on pond Cositamp, en fait, en cherchant ce qui est pour nous le lieu idéal. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? Donc, au départ, c'est pas une recherche de positionnement marketing, de différenciation. C'est quand même, on a beaucoup voyagé avec nos enfants. On a dormi dans des lodges safari en Malaisie. On est allé dans des établissements piétons là-bas. On a vu le partage, machin. Et on rassemble ça et on dit le truc idéal, c'est quoi? Voilà. C'est cette taille-là. C'est une piscine intérieure. C'est du bien-être. C'est des massages. C'est du yoga. C'est le Club Med. Ouais, mais on n'était pas client du Club Med et pas très expérimenté. On était plus voyage route, sac à dos. L'expérience, mais le Club Med vient créer, et vous, enfin encore pire, on ne connaissait pas, je veux dire. Créer des expériences, on n'a pas copié les émotions que vous avez fait, vous avez dû voyager dans le monde entier pour recréer ça, en fait, finalement, en France. Et c'est vrai que là, on le voit post-Covid, les gens se réapproprient le voyage en France. Et voilà, vous créez finalement des expériences d'ailleurs, ici, piétons, etc. Et je te demandais l'autre jour, pourquoi est-ce que les Club Med ne se mettent pas dans des lieux comme ça? Parce que finalement, on y va avec les fédés, avec la fédé, et on s'est vu récemment là-bas. En tout cas, et j'ose là, même si derrière, après, on va parler de toutes les différenciations, mais parce que Club Med, si tu y vas, c'est 5 000 € la semaine. C'est par personne, quoi. Aujourd'hui, et vous arrivez à créer ça, en tout cas... Et c'est là où, moi en tout cas, j'ai eu cette sensation quand tu arrives, parce que le côté piétonnier, le côté des grands espaces comme ça, c'est les Club Med, la place de village. La place de village, c'est vraiment, pour moi, le lien entre le camping piéton et en effet, où tu peux circuler dans un village, quoi, en fait. Et vous avez recréé ça un petit peu, et c'est quoi? Ouais, en fait, on avait tout un tas de zones dans lesquelles on avait rien droit de faire. Ouais. Donc, ça aussi, il m'a dit, mais c'est fou parce que ces endroits-là, ils auraient pu mettre X hébergements. Il y avait dans les années 80, à cet endroit, il y avait des constructions, etc. Ouais. Les préliminaires à cette création, c'est la préfecture qui dit ok, vous pouvez réouvrir un lieu ici, mais en dessous de toute cette zone-là, c'est 0. Et on se retrouve avec 1,5 hectare en bord de Loire, à l'intérieur du camping sur lequel on n'a rien le droit de faire. Donc, si ce n'est mettre des tables, des hamacs, voilà. Donc,
on a transformé en avantage Ouais. un vrai inconvénient qu'on a, un vrai problème qu'on avait. Et donc, Après, le concept de ce partage dont tu parles, ouais, le partage de vélos, Ouais. on a 50 vélos à disposition des enfants. Toutes les semaines, on passe 6 heures à 3 à réparer des vélos qui sont déglingués par les gamins à longueur de Ouais. journée. C'est le partage des chariots ouais, à bagages, où on demande aux gens de penser aux autres Ouais. et de ne pas garder derrière Ouais, sa toile le de soute. chariot, Voilà, même sur une clientèle exceptionnelle, il faut parfois le rappeler, ouais, souvent même. C'est le partage des canoës sur la Loire, qu'on prête et qu'on met à disposition gratuitement. Et puis, c'est le partage des barbecues. Voilà, donc, on est dans l'utopie du partage. Et ces choses-là, elles sont venues progressivement. Au départ, en 2019, le projet que j'ai eu dans ma tête, c'était de flinguer notre restaurant ouais, et d'arrêter de travailler comme ça. Ouais. Parce que j'allais vouloir arrêter ce métier. Donc, ça faisait D'accord. depuis 2013 qu'on avait ouvert le Resto. camping Ouais. et le resto. Et le resto, on faisait 120, 130, 140, 180 couverts par soir. On faisait de la nourriture saine avec des bons produits, avec une carte incroyable. On avait 2 cuisiniers et demi. Ouais. C'est-à-dire 3, mais un qui faisait encore d'autres choses. 8 serveurs, la salle Ouais. de vie ouverte de 8h30 le matin jusqu'à 1h du mat le soir. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est mon rêve de changement de vie. C'est pas d'être l'esclave de mon projet. Et j'étais vraiment coincé. D'accord. Ouais. Et alléluia, le Covid était réglé. Donc, on s'est retrouvé avec les plexiglas et Oui. voilà. Et on n'est jamais revenu. Ouais, on a mis des commandes, un système food truck, même dans notre resto. Ouais. On commande l'après-midi ou le matin directement et on a un créneau horaire hyper précis. Ce qui fait qu'on ne jette jamais rien. On est tout en commande précise. Voilà. On apporte quand même un service avec de la restauration. Et en plus, les Nordiques sont assez ravis de ce système parce que Oui. ils savent que Ça si on leur dit à 18h15, c'est à 18h15 qu'ils mangent. D'accord. Ouais. Et en plus, on ne déçoit pas trop de monde parce que on a créé des espaces juste à côté, comme le coin feu, notre bivouac, pour rassembler les gens avec tout un et qui est devenu la place du village et où c'est the place to be tous les soirs, comme tu as pu le voir. Et effectivement, on a réussi à réduire la voilure, à se tirer une balle dans le pied, à réduire de 40% le chiffre d'affaires qu'on faisait au resto depuis 2019. Mais sans baisser la satisfaction des clients et en augmentant finalement l'intérêt de l'expérience chez nous. Ouais. Et en transformant cette baisse de fréquentation au restaurant comme un avantage, en avantage plutôt qu'en baisse de prestation de service. Et oui, justement pour le restaurant, tu parles que vous avez baissé de 40% l'activité, mais du coup, tu es passé à qu'un seul chef. C'est vrai que derrière la cuisine, il y a un chef et il y a 2 serveurs qui sont. Donc finalement, tu as baissé au moins de 40% les charges que tu avais liées à ce restaurant. Ah non, mais il se trouve que c'était une coïncidence. La décision était prise. Moi, j'ai arrêté. J'ai dit à Sophie, j'arrête ou on ferme le resto ou moi, je continue pas dans cette direction-là. Il se trouve que bim, Covid, donc on n'ouvre pas en avril, on n'ouvre pas en mai, on ouvre le 8 juin, je crois, de mémoire. On réduit la restauration à une peau de chagrin. Et puis, on se retrouve effectivement avec la formule actuelle. Un mec en cuisine qu'on connaît bien, pour le coup. On regarde le meilleur de tous nos... le plus sympa de nos cuisiniers. Et en fin d'année, on va faire le bilan et notre comptable nous dit des saisons comme ça, vous m'en refaites quand vous voulez, quoi. C'est le meilleur résultat qu'on a fait. C'est l'année où on a ouvert 2 mois de moins et on a quasi fermé le resto. D'accord. En termes de rentabilité, il y a... Et voilà. Donc, le
Le rêve de tous les gérants de camping, c'est de ne pas passer leur vie dans leur restaurant. Ouais, c'est ça. Mais le service restauration, il est essentiel. Il reste au cœur. Alors, on a fait venir des food trucks à côté du camping. On a une zone où, effectivement, il y a une espèce de guinguette qu'on a créée sur laquelle tournent des food trucks qui viennent amener un complément à notre offre en restauration. On a des bocaux pasteurisés avec une dizaine de plats super bons pour dépanner les gens voilà. Et tu fais des pizzas, tu disais plutôt finalement la lentille auvergnate, finalement les gens ils sont quand même, ce qui marche beaucoup c'est burger, pizza et quand même un jambon au foin, etc. Donc oui, on fait un plat typique dans la semaine, on fait des lasagnes, on fait un jambon au foin, mais en fait les gens veulent manger des burgers et des pizzas. Donc on leur fait des burgers, un jour des burgers, un jour des pizzas. Au début on avait honte de la prestation de service qu'on proposait. Mais en fait, tout va bien. Ouais, et super. Les gens sont en plus. Ils peuvent aller à côté. Il y a du dépannage dans d'autres. Et puis alors nous, surtout, on jette rien. On a 2 appros phares sur ces produits-là. Bon, les burgers, ils sont faits avec les steaks du super shake. Voilà. Quand même... Le pain est fait en sur-mesure par notre boulanger. Les pizzas sont faites également avec des pâtes bio. On met de la super cam dans notre. C'est très bon ce qu'on fait, mais on reste sur des produits. Et pour revenir sur le côté philanthropique, quand même, parce que alors c'est soit de la philanthropie, soit vouloir surdélivrer les clients, parce que c'est parce qu'il n'y a pas de notion tarifaire. Quand tu prêtes les kayaks, tu prêtes des vélos. Tu disais, ça crée une contrainte énorme. Je te vois souvent ramasser des vélos et c'est vrai que c'est une bonne part de votre temps de réparer les vélos. Quand tu prêtes des barbecues, mais faut savoir que donc il y a 50 vélos qui se baladent partout, on les voit. Il y a des kayaks, donc il y a 20 kayaks en prêt, alors que ça pourrait être loué. 10. T'as coinché là. Alors il y a 10 kayaks. Il y a des barbecues, donc il y a au moins une vingtaine de barbecues individuels qu'on peut emprunter, des Weber, des énormes planchas qui sont mises à disposition, qui peuvent faire de l'ombre au restaurant, qui ne sont pas, que vous pourriez louer aussi, du barbecue comme ça. Qu'est-ce qui drive ce projet-là? C'est bien de donner, ce qu'on dit give first. Moi je dis ça, mais j'adore ce concept-là, c'est donner d'abord et recevoir derrière. Donc recevoir en satisfaction, en cooptage, en bouche à oreille. Donc les gens aujourd'hui sont... c'est pour créer cette... ok, vous avez réservé un logement, mais en fait on vous donne plus. C'est ça le projet, quoi. Oui, alors d'abord, on fait pas d'animation. Je me suis dit ça. J'ai dit ça hier à ma copine. Il est où le budget animation? Ouais, exactement. Donc ça dégage... Un animateur enfant, mais aujourd'hui... Ça dégage un budget où on a open bar pour investir dans tous les trucs qu'on a envie d'offrir aux clients. C'est ça, c'est le budget animation. Ouais. Donc... Parce que vous êtes des pros de l'animation du barbecue, parce qu'il faut savoir que là, pour le coup, pour le barbecue, c'est phénoménal. Face au feu, au chamallow, vous donnez des poches de chamallow. Oui, alors on donne. On prête des canoës de réforme qui viennent de la base de côté juste pour tourner ici. Ouais. Donc le budget, il est néant. Si vous le louez, vous pouvez louer On donne des chamallows le soir avec des petits bâtonnets pour que les enfants... on distribue au bar et au resto. Voilà, donc je ne vais pas vous parler du budget animation avec des paquets de chamallows. Effectivement. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, le ressenti client, c'est que on est généreux, c'est qu'on donne tout, mais c'est pas le cas. Ce qu'on donne, on va pas faire payer une location de canoë. Alors, ça aurait du sens parce que le fait de faire payer, il y a l'engagement. Il a fallu qu'on trouve d'autres astuces pour que les gens respectent un peu le matériel, l'arrêt du jeu, etc. Le vélo, on cherche encore. C'est pas possible pour l'instant. Mais au vélo, faut savoir que les gens, vu que c'est pas leur vélo, c'est pas leurs effets personnels. Les enfants. Il y a des vélos qui traînent partout. Mais par contre, ça crée
des scènes improbables, quoi. Mon fils a un vélo qui est plutôt de recyclerie. Il se fait piquer son vélo tout le temps. Alors là, pour expliquer aux gens que c'est pas un vélo de Cozy Camp, mais ouais, ça crée des échanges et c'est assez détonnant, quoi. En tout cas, effectivement, ce qu'on donne au départ, on a une épicerie aussi dans le même esprit. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épicerie. Épicerie collaborative. Il n'y a pas d'épicerie. Et les gens qui viennent nous voir en nous disant: est-ce que vous vendez du lait, est-ce que vous vendez de l'huile, est-ce que vous vendez du sucre? On part en réserve chez nous et on leur donne, et on lui dit: tiens, c'est cadeau. Si tu y penses, quand tu fais tes courses, tu m'en ramènes un. Et alors là, à la fin de la saison, on leur dit: non, t'arrêtes le lait, c'est bon. Parce que les mecs, ils te ramènent en double. Hein. Ils sont stupéfaits par cette. Voilà. Mais on a tout à gagner à être dans cette posture. De pas avoir une code, quoi, casser les codes. Non, de pas avoir une épicerie genre soviétique vide avec un paquet de pâtes, le truc vilain. Ça parce que dans l'audience, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être ils vont penser que de mettre quelqu'un qui gère l'épicerie. Ouais. De vendre des produits avec une marge ridicule pour passer pour un voleur. Parce que les mecs, ils vont comparer le prix de ton paquet de pâtes à celui de Intermarché, machin, ils vont dire: putain, tu te rends compte et tout. Tu gagnes 1 euro sur un paquet de pâtes. Ça n'a aucun sens économiquement. Il vaut mieux donner quand, que de gérer, s'occuper de la gestion de ça, des stocks, Bien sûr qu'il vaut mieux donner. Ça coûte beaucoup plus cher. Ça a un paquet de monde, mais en effet, mais c'est comme les chapeaux, hein, c'est les spectacles gratuits aux chapeaux, où tu donnes ce que tu veux quand tu vas avoir un spectacle. Alors, si en plus tu t'adresses à une CSP qui a les moyens, c'est vrai que ça peut faire des choses détonnantes, quoi. Quand tu t'aventures là-dedans, tu parlais du barbecue Weber dans lequel tu as mangé avant-hier. Il n'est pas mort. Les barbecues, les plus jolis barbecues qu'on a ici, c'est des clients qui les ont laissés. On se retrouve en fin de saison, les sacs de charbon de bois que les gens amènent, voilà, on en a à un moment, on en a partout, c'est même plus la peine d'acheter du charbon. Les vélos aussi, les gens ne nous le disent même plus qu'ils laissent leur vélo. On a des vélos, on se dit: mais celui-ci c'est quoi? Et puis c'est en septembre, quand on ferme, on se dit: bon, bah, c'est à nous. Et on a chaque année 2, 3, 4 vélos en plus parce que les gens ont leurs enfants qui grandissent, ils se disent: attends, on va pas ramener 2 vélos pour gamins à Amsterdam, passer une annonce pour les trucs, pour gagner 50 balles, alors qu'on m'a donné. On les laisse à Cozy Camp, ils nous ont prêté des vélos, ça fait 2 saisons. Et voilà. Et ça, alors ouais, pour reprendre un peu les capsules, et après, c'est vrai que, par exemple, sur l'eau, quand tu te balades, là, il y a un hamac sur un arbre. Et là, c'est un hamac, tu dis, c'est quelqu'un qui s'est mis ça, mais sur l'eau, hein, de l'autre côté de la rive, c'est un hamac que vous avez mis à disposition des gens. C'est quelqu'un a laissé. Exactement, pareil. Pas nous. Il y a un mec qui s'est fait plaisir, qui a installé un hamac là-bas. Et il a trouvé ça tellement bien que quand il est parti, il l'a laissé. Voilà. Et c'est assez symptomatique de l'envie aux gens, même de s'approprier le lieu. Et Oui, et finalement, tu as fait plein de choses agiles, comme aussi les brebis. Il y a une mini-ferme, mais avec des oies, des brebis et tout ça. C'est aussi le voisin qui te les prête. Et tu crées aussi de l'énergie positive, parce que tu disais, la guinguette, c'est mon pote, les kayaks, c'est mon pote, le chef cuistot, c'est mon pote. C'est vrai que toi, tu es quand même en tout cas dans la logique humaine et qui te renvoie beaucoup de choses positives, et tu le testes. C'est un laboratoire ici quand même, parce qu'au début, tu as dit c'est une utopie, et finalement qui fait ses preuves aujourd'hui. Ce modèle économique aujourd'hui de donner d'abord et de recevoir beaucoup, c'est finalement quelque chose qui ton laboratoire aujourd'hui, tes conclusions après presque 10 ans ou 12 ans, elles sont positives, quoi. Ben écoute, on met les gens à l'aise, hein. Lorsque les gens se rendent compte que ils sont scotchés par le fait que le canoë, on leur prête avec un système de clés, machin, quand même de décharge de responsabilité. On cherche un engagement de leur part. Quand ils ont réalisé que s'ils ont besoin de quelque chose, ils nous demandent, on leur donne. Que on passe notre temps à réparer et à mettre en place des vélos, qu'il y a du mobilier partout pour tout le monde dans les espaces communs, etc.
Et ben derrière, ils débarquent au bar et ils viennent manger au resto. Et puis ils regardent plus rien parce que il y a la confiance qui s'est installée. Ouais. Et c'est vrai qu'on a des paniers moyens et des pourcentages de consommation au bar-resto Ouais. par rapport à la fréquentation de notre établissement qui sont excellents. Ouais. Alors qu'il y a tout à disposition et qu'un camping, on peut tout se faire. Ouais, mais l'après-midi, les bières, les glaces, le resto qu'on bloque par nous-mêmes à 80 couverts chaque soir, etc. Ça tourne du feu de Dieu parce que aussi les gens ont été rassurés sur notre démarche. Donc ils n'arrivent pas à reculons en se méfiant, en se disant je vais me faire affiner, comme on dit en Haute-Loire. Et c'est vrai que les clients sont plutôt tranquillisés et ont vraiment le sentiment d'abord qu'ils viennent dans un camping indépendant, chez Sophie et Richard, et qu'ils ne sont pas en train d'arriver dans une chaîne, dans un truc qui va les... dans lequel peut-être ils pourraient être un peu plus méfiants. Ouais. Et c'est vrai que quand on va au Club Med et qu'on commence à réaliser que une sortie plongée, ça t'est facturé 350 € la journée avec le bateau, et que si tu sors dehors et que tu demandes toi-même à un mec, ça te coûte 3 fois moins cher, très vite tu apprends à te dire oula. Ouais, mais le Club Med, ils sont bons aussi parce que, certes, parce que ils vendent des choses, mais après ils donnent aussi quand même. C'est pour ça que ça me fait penser, parce que vous avez aussi le terrain de volley, t'arrives au Club Med, t'as un spectacle gratuit, t'as du buffet gratuit, tu vas prendre un catamaran parce que c'est le premier truc que tu vois, il est gratuit aussi. Et après derrière, c'est vrai que et c'est comme ça qu'ils arrivent. Et bon, déjà ils ont des CSP très élevés. Et puis, mais Oui. ils sont convaincus aussi que c'est pas. Alors c'est vrai qu'ils ont ce modèle-là, mais que c'est via le logement et le prix du billet qu'ils vont vendre au début très cher. Et vous, votre modèle économique, et tu l'as dit, c'est pas l'épicerie, c'est de vendre du logement au bon prix à une clientèle qui peut payer. On travaille avec des conseillers en tarification dynamique. On est passé en tarification dynamique il y a 2 ans. Ça nous a aidé à augmenter considérablement notre chiffre d'affaires. Et effectivement, on a une clientèle dans la lodge Safari dans laquelle tu dors. Ton voisin, il a peut-être pas payé le même prix. Ça dépend à quel moment il a réservé. On ne descend jamais les prix. On augmente au fur et à mesure de la saison tout le temps. Et alors finalement, des tarifs accessibles, tu disais, on est quand même sur des tarifs Mais élevés pour dormir dans des toiles de tente et dans des lodges. Mais ce que je veux dire, pour ne pas perdre le fil de ma pensée, c'est que plus on rentre dans la saison, plus on est sur des périodes de tarifs élevés, plus les catégories socio-professionnelles qui suivent sont des gens qui ont de l'argent et qui viennent dans un campement écolo, mais qui ont aussi parfois une résidence sur le bord de la mer, qui ont, voilà, donc ça tire pas, entre guillemets, pour utiliser l'expression. Et on le sent au resto. C'est-à-dire les 15 premiers jours de juillet, le restaurant et le bar souffrent un peu. Et tout d'un coup, quand on passe dans la période 14 juillet, 15 août, sur laquelle la tarification des emplacements, des hébergements sont plus élevés, soudain, le bar, le resto, ça s'envole aussi parce que ça suit. Et ce sont des gens qui consomment beaucoup plus sur cette période-là. Mais tu sais que c'est marrant parce que je t'avais dit que c'était pas cher. Puisqu'en fait, c'est un truc que j'ai payé. Je m'y suis pris tôt pour une fois. Et j'ai vu justement que ça commençait, le stress marketing commençait à faire son effet. Il n'y avait plus trop de logements, surtout qu'on est 3 couples, donc on voulait être ensemble. Et en fait, je t'ai dit ça au moment où je venais de voir tout ce que vous offriez et tout ça, et j'étais sidéré. J'ai repris parce que j'ai mis dans le tricône, là, parce qu'on partage, c'est moi qui ai payé, mais on partage. Et c'est vrai qu'en effet, le logement, je trouve que c'est un prix convenable, pas cher, mais en tout cas, c'est pas cher. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est bien, et t'es tellement subjugué par qu'en fait, ça, t'as payé le prix, mais t'accèdes en fait à tout un package, et les gens sont conscients de ça. Mais en tout cas, c'est vrai que au moment, t'en oublies le prix parce que justement, t'as des petites capsules d'émotions qui te coûtent pas grand-chose, qui sont qu'en fait, aujourd'hui, les gens, et quand tu disais,
ils rentrent chez eux. Et sur l'aspect bouche-à-oreille, tu me disais que c'était impressionnant comment les gens. Et d'ailleurs, dès la première nuit, ma copine de notre couple d'amis là m'a dit: ah, ça y est, j'en ai déjà parlé à 10 copines. Et ça arrivait, elle envoyait tous les trucs, tu vois. On en parlait tout à l'heure, oui, on est parti sur d'autres trucs. Les Néerlandais, c'est une communauté qui partage à fond, à fond, à fond. Donc, on essaie de les retenir aujourd'hui pour réattribuer nos moyens de promotion sur l'Allemagne et la Grande-Bretagne. On a perdu tous nos Anglais depuis la guerre en Ukraine, le Brexit. On en avait beaucoup, beaucoup. Bon. Donc, Mais il y a un côté bouche-oreille qui est encore plus important. Mais les Allemands, par exemple, typiquement pour faire rentrer les gens un petit peu dans des cases, quand ils partent, ils nous disent c'était génial. Alors d'abord, fidélisation. Il y a beaucoup de gens qui nous disent c'était génial. Et voilà, ça, et je ne reviendrai pas parce que on a beaucoup de gens qui viennent chercher une expérience et qui, par définition, ne vont pas s'installer dans le temps et venir pendant 10 ans et planter leur petite précaré autour de leur emplacement. Ça, c'est vrai que on a beaucoup de gens qui... C'est un côté... Tu me disais que... Moi, je vous ai posé la question parce que la moyenne du taux de repeat, hein, ce qu'on dit, la fidélisation ce qu'on peut dire aussi la lifetime value, c'est-à-dire la durée de gens, de vie où le consommateur vient. Les assureurs, ils ont des durées de vie qui sont 30 ans en moyenne parce que les gens côté. Mais vous, aujourd'hui, la durée de vie d'un consommateur, elle est finalement... Et c'est un peu heureusement que vous avez du bouche à oreille parce que quelqu'un, il revient, il en parle à 10 personnes. Par contre, lui, tu disais, ne va pas forcément revenir parce que vous avez une clientèle d'aventuriers. Et ça, c'est vrai que... ils ne reviennent pas tous, oui, voilà. Vous avez beaucoup de gens qui nous disent c'était génial et je ne reviendrai pas. Parce que je ne vais jamais 2 fois de suite au même endroit. Ça arrive beaucoup à nos oreilles. Voilà. Il nous ramène le tonton, il nous ramène son cousin, il nous envoie son pote d'enfance, il nous recommande à fond. C'est clair, il y a plein de gens qui arrivent et qui nous disent on est les amis d'un tel. Voilà, donc ça, c'est vraiment de la recommandation directe. Et l'allemand, il part et il nous dit c'était génial. Et alors on lui dit alors, on les taquine, parlez-en. Ils nous disent ah non, je garde le secret. Et alors, c'est pour te faire je pense que les gens qui nous écoutent voient bien ça dans leur l'allemand. Et même le français, quand il arrive sur un spot qu'il adore, et quand tu lui dis il faut recommander, il dit non, il va y avoir trop de monde après, puis j'ai pas envie qu'il y ait trop d'Allemands. Et il se garde ça, c'est son petit secret. Il le dit peut-être à son meilleur ami. Mais parce que au niveau du travail, il parle moins, parce qu'on sait que c'est quand même beaucoup au travail. Il partage moins que les Hollandais en tout cas, ça c'est sûr. Donc c'est un marché on arrive à avoir tout doucement, sur les mots-clés, voilà, on a tout notre site en allemand. C'est notre stratégie maintenant. Les 20%, après, vous avez quand même la moyenne, parce que peut-être que les personnes qui sont moins aventureux et qui vont peut-être revenir d'une année sur l'autre, eux, parce que vous avez quand même des gens qui reviennent, vous en avez qui sont venus 4-5 fois. Oui, bien sûr. Qui ont leur ambassadeur. Et pas comme peut-être des CSP un peu plus basses ou en tout cas des gens qui sont plus dans la routine, quoi. Quand on cible des personnes là peut-être qui sont plus routiniers, moi c'est vrai que je connais des gens chaque année, en tout cas c'est moins des aventureux que des aventuriers que ceux qui viennent ici. Mais celui qui vient 2 fois, 3 fois, 4 fois en vacances, il a besoin de plus de considération. Ah oui, d'accord. Et plus d'énergie. C'est-à-dire que la dernière semaine de juillet, où tu as 25% de ta clientèle qui est déjà venue 4 fois, mais il faut faire le tour des popotes, il faut aller leur dire qu'on est content qu'ils reviennent, il faut aller réviser les noms des enfants. D'accord. C'est vrai, tu sens ça, Ah ben oui, on a nos outils de CRM qui vont bien avec Inaxel et tous les outils que nous mettent à disposition les gens qui nous accompagnent dans nos métiers. C'est ça. Donc on sait que ils sont venus en telle année, qu'ils sont cousins avec machin, que le petit s'est cassé le bras. Et tu regardes ça avant que quelqu'un arrive. Tu dis le prénom. Sophie nous sort les fiches. De faire du naming comme ils font justement. Alors le med ou tu tutoies tout le monde déjà. Ça oui, ça m'a marqué quand je suis arrivé à tout le monde. Il n'y a pas de quel que soit l'âge. Et ça déjà. Ça c'est hyper bien. Alors d'abord en été c'est facile.
puisque c'est le You pour 80% de notre clientèle. Ouais. Mais les Français sont au début surpris. Oui, d'accord, les Français. Voilà. Ouais. Mais très vite sont prennent ça comme, je reprends ce terme, comme de la considération. Ouais. C'est-à-dire le mec qui a 70 piges, à qui tu dis tu, une fois, deux fois, quand tu lui sers son truc, que tu l'accueilles et tout machin, le lendemain il revient et il te dit, dis Richard et tout, je voulais te demander, et il a pris ça comme le fait que tu lui parles comme à un copain. Ouais. Et ça fait longtemps que ça lui est pas arrivé. Et ça crée, dans la plupart des cas, ça crée une connivence. Ouais. Ouais. Après, c'est pas un commerce où quelqu'un que tu vois, on se recroise et ça crée, tu vois, Mais ça aide justement. Tutoiement aide beaucoup là-dessus. Et vous avez des, parce que justement moi, pour reprendre, parce que c'est vrai que surtout qu'on n'est pas loin et quand même pour moi le Club Med, alors il y a plein de défauts et tout ça, mais par contre sur le côté hospitality comme on disait, ils ont scalé, ils ont mis à l'échelle un modèle de contact humain qui est ahurissant. Moi, ça m'a fait vraiment descendre au petit déjeuner, que la dame qui est en train de changer le grain du café de la machine café dit comment ça va, t'as passé une bonne nuit, tu vois, en fait, c'est pas que le géo c'est toutes les personnes sont briefées pour être dans l'empathie, dans l'altruisme, enfin, tu vois. Tu l'as vécu là aussi, Ouais, parce qu'en fait, on a une équipe, ça rejoint toute le RH et le recrutement. Ouais. On loge bien nos saisonniers, on les paye bien aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas au SMIC, il y a une prime de fin de saison qui va leur ramener 200, 250, 300 euros bruts par mois supplémentaires à chacun. On les nourrit. On a un cuisinier, notre fameux cuisinier qui fait à manger, qui remplit les frigos tous les midis. Voilà. Et on essaie de créer une tribu de la saison dans notre petit établissement. J'ai quand même 15 là pendant le... Mais où ça nous revient hyper souvent. Les gens nous disent vos gars là, on voit qu'ils sont contents de bosser chez vous. Et ça, c'est la base, parce que tu peux faire ça si tu as une bande de jeunes qui est en pleine déprime parce qu'ils sont maltraités par leur organisation. Ça casse bien le délire quand même des vacances. Et ça, du coup, il y a aussi la formation. Vous les faites briefer à... Bon, forcément, plus facile parce qu'il y a un taux de fidélisation sur vos salariés d'une année sur l'autre, etc., qui est important. Mais du coup, vous les briefez sur le fait d'être souriant, conviviaux, tutoiement, d'essayer de voir s'ils arrivent à attraper le prénom de la personne pour s'en rappeler. Enfin, c'est des petites briefings où c'est naturel vu que vous avez des gens qui ont des soft skills, hein, c'est-à-dire des capacités humaines. Alors, on forme tout le monde. Alors, c'est essentiellement les gens qui travaillent à un moment ou à un autre dans la salle où il y a l'accueil, le bar, le service, etc. Ce tutoiement-là, il est de rigueur. On met jusqu'au 14 juillet à le faire avaler par nos petits jeunes qui parlent pendant 20 ans et qui doivent tutoyer des mecs de... Mais ça finit par rentrer. Et le reste suit. D'accord. Le reste suit. Vous faites pas de... Enfin, on a Elie avec nous depuis 13 ans, qui fait partie des meubles et qui tient cet établissement. Il est responsable technique, mais il est aussi barman, accueil, réception, voilà. Qui est au cœur en termes d'âge, qui était intermédiaire entre nous et les équipes de jeunes. Et tout ce rapport au client, il se fait un peu par mimétisme et pour essayer de faire comme nous. Voilà. On manage par l'exemple et sans process vraiment très établi. Non, en tout cas, c'est pas formalisé. D'accord. Ouais, mais c'est possible parce que vous êtes à une échelle. Oui. Mais c'est vrai que si à un moment, comme le Club Med l'ont fait, si on montait une chaîne, on nous a posé la question parce qu'on a un nom qui s'y prête et on a un concept abouti. C'est partie de la question que tu m'as posée. La vraie question, c'est comment réussir à reproduire ce qu'on fait ici
sur d'autres établissements en matière de ressources humaines. Ouais, avec l'énergie qu'on met Mm. tous, et qu'est-ce qui est reproductible ailleurs. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et parce que ça, on va y venir. Juste pour la partie, tu parlais que sur les salariés, par exemple, le chef cuistot fait aussi ça, c'est quelque chose que tu m'avais dit il y a quelques années, ça m'avait marqué, fait aussi autre chose. C'est-à-dire qu'il est cuistot l'été et il est jardinier l'hiver. Bah, comme on a réussi à le challenge de réduire la restauration à une peau de chagrin, Ouais, c'est-à-dire on ouvre notre resto que du 4 juillet au 26 août. d'accord. Point barre. Ok. Les soirs. Et à midi, on fait un petit snack dépannage. Ok. Notre cuisinier, il vient pour faire ça. Il vient aussi pour former un ou deux jeunes pour le soulager les jours où il n'est pas là pour son jour de plongée. Et pour faire à manger pour l'équipe qui est là. Mais en gros, il tape dedans à la cuisine juillet août. Ouais. Mais on lui fait un contrat de 8 mois. Ouais, d'accord. Parce que il est jardinier d'abord. Donc Ah oui. ça a tout son sens. C'est un spécialiste des plantes aromatiques, médicinales, aux senteurs, de tout ce que notre gros potager en permaculture Ouais. qui est sur l'entrée de la salle principale. Il est aussi Son potager. déménageur, il est aussi il monte et Il a la diversité dans son emploi, donc lui il est content parce qu'il fait pas que de ouais, c'est un vrai restauration. bon Ouais. cuisinier qui en avait ras-le-bol de son métier, Ouais. qui n'en pouvait plus. D'accord. Qui n'en pouvait plus, qui est venu nous voir en nous disant moi ça me plairait de bosser chez vous, mais par contre Ouais, d'accord. de faire du restaurant à midi, du restaurant le soir, commencer à 10h le matin, finir à 1h du mat, passer le coup de balai à la fin dans la salle et tout machin. À l'époque où les cuisiniers étaient payés en dessous de leur valeur, Ouais. avec une quantité de travail Ouais. incroyable, on a réussi à le garder lui en lui proposant De la diversité. ouais. Ok. Ah, non, mais ça, c'est hyper intéressant, le côté justement agilité entre les postes. Et ça m'a marqué aussi parce que hier, j'ai vu le gars qui est à la cuisine, qui était derrière le bar, qui lavait l'hébergement. Oui. Ça aussi, Ah oui, t'as vu ça, c'est bien. il y a la diversité là-dedans. Notre Kezia, ouais. C'est ça. C'est la carotte aussi. C'est-à-dire que la première année, tu tapes dedans de toute façon. Mais quand tu parles très bien l'anglais, il y a des heures au bar et au resto et en service, etc. Et le mercredi et le samedi, c'est tout le monde Ah oui, d'accord. qui va faire de ménage. Ok, excellent. Tout le monde. Donc c'est comme ça, ouais. C'est que en fait, finalement, ils ont aussi la diversité dans le Duc et chaque. Oui, résultat des courses, ils savent où sont les hébergements. Ouais. Ils connaissent l'intérieur du camping parce que sinon, ils sortent pas d'ici. Ouais, d'accord. Ils savent ce qu'il y a dedans. Et vous avez pas besoin de primaire. Ils connaissent le camping et le métier de tout le monde en profondeur. Ça va. Et ouais, ça Et vous prenez pas les femmes de ménage ponctuelles, du coup. C'est toute l'équipe qui vient à profit ouais. en hébergement, quoi. On a L'accueil de cette surcharge le samedi. on a un emploi sur les ménages qui dure du 1er avril au 30 octobre, au 30 septembre. 6 mois. Donc cette personne-là fait les ménages, etc. Et après, elle est amenée à superviser les jeunes pendant l'été. Qui viennent, qui ont d'autres fonctions et dont celle de Exactement. ménage. D'accord. Ouais. Donc il y a vraiment cette polyvalence. C'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment beaucoup utilisé. En tout cas, ça m'a épaté. C'est pas facile en matière de gestion des emplois du temps. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas facile. Et aussi, ça me fait penser à un truc, c'est que nos jeunes qui bossent ici, ils ont 2 jours de congé par semaine. Ouais. Ça aussi, en saison, c'est assez rare. Donc on préfère prendre plus de gens, mais les lâcher 2 jours dans la semaine. De faire en sorte qu'ils finissent pas sur les genoux et qu'ils soient encore contents de bosser là. Qui reviennent Et éventuellement qu'ils reviennent d'une année sur l'autre. Sachant qu'aussi, vous êtes quand même en Haute-Loire, donc peut-être le recrutement n'est pas aussi facile qu'à d'autres endroits où il y a des grandes villes autour, tu sais pas. Je sais pas. Mais et tu as aussi les arrivées du mercredi au mercredi, du samedi au samedi. Oui. Et ça, c'est aussi. Ouais, bah ça, pour le ménage, c'est crucial. Hein. Ça nous répartit à fond
le travail sur la semaine, ouais. Mais ça, vous avez plus de samedi au samedi parce qu'en général, les gens ont leur congé et vous avez un peu de mercredi au mercredi. Oui, tiers, quoi, ouais, deux c'est tiers, ça. quoi. D'accord. C'est déjà pas mal ce tiers, hein. Ouais. C'est toujours ça que on Ouais. n'a pas à nettoyer le samedi, ouais. Bah, nous, on est venu du mercredi au mercredi, c'était très bien parce qu'en plus, Bah, t'as pas eu de nichon. le temps de pouvoir venir aussi ici parce qu'on Mmh. venait donc on a pris 2 jours pour aller se balader justement avec les Puy-de-Dôme. D'accord. Donc, hyper intéressant. D'un point de vue, donc du coup, tu parlais d'exporter le concept, en tout cas, de la possibilité ou non de scaler, hein, c'est-à-dire de mettre à l'échelle et de répliquer le modèle. D'un point de vue business, du coup, comment ça se passe? Toi, au niveau des revpar et tout ça, tu te positionnes dans une bonne tranche. Je ne sais pas si tu communiques sur tes chiffres ou non, mais si. Je les ai pas en tête, hein, pour te dire, hein, mais j'ai regardé un petit peu avant sur les emplacements privilèges, qui sont les emplacements un peu plus grands que la moyenne, qui sont pas loin de 180-200 mètres carrés. Ouais. On est à 3 000 € de revpar. Ouais, d'accord. Et sur les emplacements confort, emplacements traditionnels, c'est-à-dire 100-120 mètres carrés avec électricité, on est sur du 2004-2005 100 € de revpar. Ok. On fait 750 000 € de chiffre d'affaires avec nos 90 emplacements. D'accord. Ah oui. Donc le revpar moyen, ouais, et deux. Donc, avec un bon 150 sur bar resto sur les 2 mois. 150 000 sur le bar-restaurant. D'accord, ouais. Ouais, donc c'est sur la partie uniquement logement, tu es à 7 000 € de revpar, 6 800 pour un département comme la Haute-Loire qui est très, assez faiblement touristique. En tout cas, c'est parce que quand on prend par exemple les observatoires de BDO, il y a vraiment une notion entre littoral et rétro-littoral, campagne sur la partie notion de revpar. Ça, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais en tout cas, ils sont consultables, hein, sur l'observatoire. Mais en tout cas, c'est plutôt dans la tranche haute, je pense, Oui, je pense, oui. d'un élément avec 90 emplacements. Et ça, c'est un truc aussi que tu disais, que vous avez combien d'hectares pour 90 emplacements? C'est un 2 que vous avez vraiment des grands 4 hectares et demi. 4 hectares. Et les voitures dehors. Donc, ça fait de la place. ça fait de la place. Et ouais, voilà, c'est très, très spacieux. Et alors, je ne sais pas le nombre de mètres carrés moyen pour une parcelle en France, que ce soit hébergement ou non. Mais c'est pas du tout du 180 mètres carrés, comme tu disais. C'est-à-dire plutôt divisé par 2, quoi. Oui. Ouais, au moins. Oui. Ouais. Oui. Mais c'est même pas. Oui, tu peux pas parler que du mètre carré moyen de l'emplacement. Parce que l'impression générale, elle vient de tous les espaces communs. Oui. Tous les espaces qui sont à disposition partout, sous les arbres, ici, là, machin. Ouais. Donc, tu as quand même le sentiment que quand tu es là, on le dit, on le répète, on le crie sur tous les toits, notre luxe à nous, c'est l'espace. Ouais. On est dans une région où le foncier est encore accessible. C'est pour ça qu'on peut se payer les voitures à l'extérieur. Ouais, parce qu'il faut un parking souvent. Et ça, c'est. Oui, mais si tu mets le parking à l'extérieur, normalement, une voiture qui est sur la parcelle, sur la perception globale de la taille de la parcelle, vous, en fait, c'est la même. D'une part. Et Et vous avez quand même des grandes parcelles, mais il n'y a pas la voiture dessus, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Ouais, alors d'une part, tu bouffes de la place. Ouais. Mais l'expérience qu'on a à Cozy Camp, c'est qu'il n'y a pas de voiture à l'intérieur. Ouais. Imagine à quoi ça sert là, dans ce qu'on essaie de faire, de travailler sur l'esthétique extérieure, si à partir du 1er juillet, tu as 100 bagnoles qui sont posées, des rouges, des bleus, des vertes, dans la nature. Les gens, tu peux pas les laisser aller faire du vélo avec. Oui, non, mais ça. d'une part, mais l'expérience esthétique du truc, où tu fais des jolies barrières tressées, tu as le fond machin, etc. Tout ce qu'on s'efforce de faire ici, où on travaille sur la scénographie extérieure. Ouais. Avec ces parasols tortillés qui sont faits par des artistes, avec... si tu fous une bagnole devant, c'est toi maintenant, quand tu vas en ville et tout ça, tu vas pas aux États-Unis en vacances, parce que là, à New York, c'est. Ah bah si, je vais là-bas en vacances. Mais ça doit être Parce que les voitures. Alors, mais une fois qu'on a fermé notre établissement, moi je cherche qu'un truc, c'est sortir de ma campagne et puis retourner en ville. D'accord. Et puis. Ouais, mais les voitures là-bas, c'est omniprésent. Et maintenant, moi, j'ai un peu cette déformation professionnelle. C'est que quand j'arrive dans un camping,
maintenant qu'en plus, ça doit être dur quand tu as été dans un camping piéton de repartir dans un camping normal. C'est vrai quand même, tu as ce truc-là où tu te dis, et alors, il ne faut pas faire complexer les gens, attention, parce qu'il y a le côté, on l'a dit et on le redit, que, le, que toute la contrainte que ça implique. Mais par contre, aujourd'hui, le côté piéton, enfin maintenant, quand je vois un camping, je me dis peut-être comment est-ce qu'on pourrait essayer de créer une plage de village, comment on pourrait détourner, parce que je sais qu'il y a des architectes spécialisés en camping qui réfléchissent à ça, sur comment est-ce qu'on peut détourner la voiture un moment pour créer un endroit où au moins, alors pas piéton forcément, mais au moins dans cet endroit-là, il va pouvoir y avoir des interactions comme là, à l'extrême, où les gens vont pouvoir courir sans qu'on les regarde, etc. Et donc, en tout cas, toi, maintenant, tu dois avoir cette déformation systématiquement, quoi. Mais c'est cette déformation de... Et de dire comment est-ce qu'on peut enlever les voitures et comment ce serait mieux, plus vertueux, si finalement les enfants pourraient courir. Alors, tu n'as plus d'enfants en bas âge. Moi, je suis aussi déformé du fait que j'ai des enfants en bas âge et que forcément, hier, il a 4 ans, mais il était parti, on ne le voyait plus, mais on ne se posait pas la question d'où est-ce qu'il était. Mais Parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de problème. Quoi. Il s'est approprié le lieu, là-bas, c'est sûr. 3 jours, 4 jours, ça y est. Ouais, il était même allé au parc. Aujourd'hui, il y a 400. Il a pris un vélo et puis il a fait et no stress, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que, du fait que. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de bienfaits là-dessus et c'est vrai que. Tu sais, j'ai envie de dire, ça me fait penser à. Les enfants sont heureux. Ouais. Les parents peuvent picoler, tranquille. C'est eux qui nous le disent. Ouais. Ils nous disent, nous, depuis 3 jours, là. C'est clair. Et ils arrivent d'un établissement où ils étaient tout le temps en train de... Et là, ils se posent et ils ne voient plus leurs enfants pendant une semaine, quoi. Parce qu'ils sont en train de faire la cabane avec les bâtons. Ils sont en train de faire des jeux avec les uns et les autres. Et c'est vrai que les enfants sont nombreux et s'approprient le lieu et ça, par vivent contre, leur vie. T'en as qui n'ont pas d'enfants que ça indispose, peut-être aussi, mais il faut... Alors, très peu. Ouais. Très peu en très haute saison. Parce que, avec les enfants. parce que le sans voiture amène énormément de gens qui sont des couples avec des jeunes enfants. Ouais, voilà. Donc, très peu en juillet-août. Et beaucoup plus en basse saison parce qu'on a du couple. Voilà, donc on n'a pas la même clientèle. Ouais. Donc finalement, des gens incommodés en juillet-août, on n'en a pas tant que ça parce que des gens sans enfants, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, Et les gens sans enfants, ils viennent plutôt en basse saison. Ouais. On a des groupes, on a des séminaires, où on a... voilà, on a 2 salles de réunion. Qu'on met à disposition des familles. Donc, séminaire en semaine parfois. Pas autant qu'on voudrait. On cherche encore la recette pour être plus visible. Et puis, les salles de réunion qui sont louées aux familles qui viennent, aux cousinades, aux groupes, aux 4, 6, 8 familles qui se retrouvent et qui adorent l'idée d'avoir un lieu pour se retrouver et puis d'avoir chacun son hébergement. Ok. Trop bien. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais nous donner, nous délivrer, des choses à absorber? Je crois qu'on a fait pas mal de tour, même si j'avais la pression de rien oublier. Je crois en tout cas qu'on a essayé de bien retranscrire le lieu. Qu'est-ce que tu en penses, Richard? Eh ben, oui, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Le mieux après, c'est de venir ici pour découvrir, d'aller voir des photos, d'aller voir le site internet, dont on est assez fiers aujourd'hui, parce qu'en effet, ça fait presque 2 ou 3 ans qu'on l'a fait, mais je trouve qu'on découvre bien cette atmosphère. Après, Céline, ma femme qui est photographe, disait, avant de venir, enfin, on se disait, voilà, le site, vraiment, il y a des photos, vous verrez des détails, parce que là, il faut capturer l'émotion, et une photographe avait fait un super boulot l'année dernière. Mais quand elle est arrivée sur place, elle me dit, mais en fait... Elle avait qu'appuyé sur le bouton. Ouais, en fait, elle dit, j'aurais pu faire mieux. Non, mais elle dit en fait que voilà, quand on vient sur place, c'est assez détonnant. Et même moi qui en ai souvent parlé, hein, donc tous ces éléments dont tu m'avais parlé de partage, etc., c'est vrai que c'est assez étonnant comment c'est fait de manière très importante.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci Richard pour tout ton partage. Merci Johan. Et puis on se d'être voit venu très vite passer des vacances chez nous. Et donc au Pays Basque la prochaine fois. Voilà, on dit on en a 7 contre 0 parce que du coup je suis venu passer cette nuit. En tout cas, ravi de ton accueil. Merci Richard. Merci. À plus. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un Geek Tonic.